Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Jacques Bessade, secrétaire général du groupe BPCE. Bonjour Jacques Bessade. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous sur On se dit tout. Vous allez tout nous dire sur vous. Dans un premier temps, on va parler évidemment de ce deuxième groupe bancaire en France, le groupe mutualiste qui coiffe notamment les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Jacques Bessade, tiens, première question pour parler de vous. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Votre moteur dans la vie, c'est quoi? Je crois surtout le fait d'être utile à d'autres, de travailler et que ce travail serve à quelque chose, serve à quelqu'un, que ce soit pas simplement de l'art pour l'art, mais un travail qui donne des réalisations concrètes. Ouais, c'est pas simplement un métier pour vivre, voilà, c'est un métier qui doit avoir une certaine utilité. La banque a beaucoup d'utilité pour les personnes. Moi, c'est ce que je crois et c'est pour ça que je suis resté dans ce métier où j'étais rentré un petit peu par hasard et où finalement je suis resté jusqu'à un âge assez avancé que j'ai aujourd'hui. Pas tellement. Quand vous dites que vous êtes rentré par hasard dans la banque, qu'est-ce qui a été le déclic pour choisir cette filière? À la fin de mes études, moi j'ai eu envie d'aller hors de France pour apprendre à parler l'anglais par exemple vraiment bien, mieux que ce que j'avais appris à l'école, et puis voir un peu le vaste monde. Et j'ai cherché un job à Londres, à l'époque c'était l'anglais le plus près de chez nous. Et la première proposition que j'ai reçue, c'était une lettre d'un monsieur Escara du Crédit Lyonnais qui m'a proposé un job et donc je suis parti là-bas. Ça aurait pu être une entreprise industrielle, ça aurait pu être une agence de pub, ça aurait pu être beaucoup de choses. Il se trouvait que c'était une banque, j'avais envie d'aller là, j'y suis allé et j'ai découvert le métier sur le tas. Et j'ai aimé, j'y suis resté. Voilà, et 30 ans après, j'y suis toujours. Voilà, vous y êtes resté dans la banque, d'autant que vous avez une spécificité, c'est que vous avez fait une carrière internationale. C'est vrai. Alors j'avais commencé à Londres. Il y a quand même un moment où on m'a ramené à Paris pour me faire rentrer un petit peu dans le moule de la banque française. Et ensuite, très vite, j'ai été expatrié aux États-Unis, ensuite en Asie, et j'ai passé à peu près la moitié de mon temps, en tout cas dans les premières années de ma carrière, en dehors de France, dans des métiers de banque internationale. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, justement, dans votre carrière, cette étiquette internationale ? D'une part, l'étiquette joue parce qu'elle n'est pas si fréquente que ça dans notre pays, mais c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Oui. C'est un vrai plus parce que ça oblige à se confronter à des univers nouveaux. Or, on passe son temps à dire on n'a jamais connu ça, c'est une crise, etc. Quand on se plonge dans un univers étranger, on est dans cette situation-là et on s'adapte. Et on s'en tire, et en général on s'en tire bien. C'est ce qui se passe avec les crises. Mais cette appréhension qu'on a quand il y a un changement brutal, en fait on la répète régulièrement quand on se plonge dans un environnement étranger. Deuxième élément, surtout à l'époque dont on parle, mais c'est encore un peu vrai aujourd'hui, un certain nombre de pays sont en avance sur la France en matière de techniques financières, de techniques bancaires, etc. C'est ce que j'ai vécu à Londres, c'est ce que j'ai vécu à New York. Et donc c'est un moyen d'apprendre de façon un petit peu avancée et ensuite de partager ça avec les équipes françaises. Les collaborateurs. On va parler de la situation de la banque aujourd'hui, la banque de détail du groupe BPCE. Des performances financières qui ont été plombées quand même en 2023 par la hausse des taux. Comment est-ce que cette situation se présente aujourd'hui ? La banque de détail, elle se porte plutôt bien dans l'ensemble parce qu'elle a une grande utilité. Vous, moi, tout le monde autour de nous dans la rue cherche à avoir un endroit où déposer son argent, cherche à avoir quelqu'un auprès de qui emprunter, chercher des conseils, souscrire à des solutions d'assurance, etc. Donc il y a une utilité qui ne se dément pas, qui dans les périodes d'incertitude devient d'ailleurs de plus en plus importante, de plus en plus recherchée. Et de ce point de vue-là, du point de vue de l'activité, tout va bien. Du point de vue des résultats, on est dans un phénomène qui nous marque particulièrement en France parce qu'on prête l'argent à taux fixe sur des périodes très longues. Et donc on a prêté à taux fixe sur des périodes très longues à nos clients à des taux qui étaient très bas. Or, les taux remontent, donc on se refinance
plus cher, alors que notre portefeuille de prêt, lui, ne rapporte pas davantage. Et donc les marges des banques en France, les banques françaises, oui, mais surtout leurs activités en France, ont été compressées le temps que les taux au jour le jour et à court terme rebaissent, ce qui ne manquera pas de se produire. C'est un modèle qui coûte cher aussi, hein, les agences, avec tous les enjeux aussi de renouvellement énergétique, etc. Comment est-ce que BPCE fait face à ces défis environnementaux notamment ? C'est un modèle qui coûte cher, mais qui nous paraît à nous essentiel. Essentiel, ça fait partie de notre essence, ça fait partie de ce que nous sommes. Les banques populaires et les caisses d'épargne, elles existent, elles sont un peu partout sur le territoire et elles ne vont pas disparaître. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de la confiance qu'on dégage auprès de nos clients, qui sont nos clients dont parfois les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents étaient déjà les clients de nos banques. Donc c'est un marqueur de notre identité, on ne va pas le faire disparaître. Oui, c'est vrai, c'est un peu cher. Oui, c'est vrai, ça consomme de l'énergie, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? On mesure soigneusement notre empreinte énergétique et puis on se lance dans des programmes pour réduire ce qu'elle est et être plus économe en matière d'énergie, être comme toutes les entreprises, plus conscient de notre impact sur la société. Ça, c'est ce que nous faisons pour nous-mêmes. Mais un de nos rôles très importants, c'est de financer les entreprises, les particuliers, les collectivités publiques, et c'est de les aider, elles, en leur prêtant de l'argent, à faire le même genre de travaux également. Il y a aussi la concurrence des fameuses néobanques, hein, qui n'ont pas cette problématique des bâtiments et des agences. C'est un vrai défi, cette concurrence des néobanques, pour vous ? Ce sont des aiguillons qui nous poussent à améliorer nos services. Comme elles n'ont pas d'agence, les néobanques, quand elles sont apparues, elles ont beaucoup travaillé sur ce qui existait, ce qui était visible d'elles aux yeux du public, c'est-à-dire leurs applications. Et leurs applis mobiles étaient très très bonnes. Les nôtres, il y a 5 ans, il y a 10 ans, en comparaison, étaient vraiment pas terribles. On a pris comme benchmark les applis des banques mobiles. Et du coup, on a fait du progrès et maintenant, nos applications sont du même type de qualité, avec le même type de fonctionnalité, voire mieux que les banques mobiles. Donc c'est des aiguillons pour améliorer la qualité de ces services-là. Cela dit, le terme de néobanque est parfois un peu exagéré. Pour vous, ce ne sont pas des banques ? C'est pas totalement des banques. En tout cas, ce n'est pas des banques universelles. Pour moi, une banque, c'est, je le disais tout à l'heure, là où vous confiez votre épargne. Personne ne confie vraiment son épargne de façon significative à une néobanque, ça n'existe pas. C'est là où vous allez lorsque vous avez besoin d'acheter une maison, de souscrire un prêt étudiant, de travailler sur la préparation de votre retraite. C'est pas avec une néobanque que vous faites ça. Donc le terme de banque, tel qu'il est employé dans les néobanques, est en fait assez limité. Ce sont des banques de niche qui servent essentiellement à des opérations de paiement. C'est plus des opérateurs de paiement que des banques au sens complet du terme. On va vers un système bancaire plus responsable. En tout cas, c'est ce que veulent les clients aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est un fait ? De plus en plus de consommateurs veulent savoir dans quoi ils investissent, notamment. Ils veulent des outils bancaires durables. Est-ce que ça aussi, c'est l'un de vos défis ? C'est bien sûr un de nos défis. Le groupe BPCE, c'est, à travers les caisses d'épargne et les banques populaires, plusieurs dizaines de millions de clients. C'est donc la société française dans son ensemble. Nous ne pouvons qu'être attentifs à ce qu'ils souhaitent. Donc ce que vous dites, c'est tout à fait vrai de nos clients et nous devons d'y répondre. Ils souhaitent d'une façon générale un monde plus durable. Oui. Je crois qu'on souhaite tous un monde plus durable, parce que c'est là qu'on habite, donc on aimerait mieux que ce soit durable. Et on s'efforce, nous, de faire une banque durable. Bien sûr, j'en parlais sur les économies d'énergie, etc., les moyens de transport qu'on utilise, par exemple. Mais on a surtout pour mission d'aider nos clients, les particuliers, avec leur logement par exemple, les entreprises, dans leurs projets de développement, de construction d'usines, de gestion de leur flotte de véhicules, à opérer de façon plus durable. Et pour ce qui est des investisseurs que vous citez, ils veulent savoir dans quoi va leur argent, Absolument. Donc on leur donne beaucoup de transparence là-dessus. Dans des entreprises vertueuses, des marchés vertueux. Exactement. On a constitué avec Mirova l'asset manager français qui est orienté de la façon la plus visible et la plus complète vers le développement durable. Ça répond aux attentes d'un certain nombre de nos clients, mais chacun d'entre eux pèse en réalité
là où il veut investir et le rendement de l'investissement en question. Hein. Et donc, il y a une double équation qu'il faut respecter, et ils veulent du durable, mais sans sacrifier quoi que ce soit sur le rendement qu'ils peuvent obtenir. Voilà. Quels sont les défis à venir alors pour votre banque ? Le grand défi à venir, je crois, c'est le changement dans le comportement des consommateurs, d'une part. Ils veulent de l'instantanéité, ils veulent pouvoir tout faire sur leur mobile, ils veulent une gamme de choix beaucoup plus large. Et en même temps, lorsqu'ils en ont envie, de la personnalisation, une personne humaine en face d'eux qui comprend leurs problèmes et qui leur trouve la bonne solution, et pas un robot. Ça, c'est le premier défi, c'est combiner... Et en France. Et en France, et près de chez eux. Oui. Ça, c'est combiner cette proximité et en même temps l'instantanéité, tout ce que la technologie permet de faire. Le deuxième grand défi, pour nous qui sommes des financeurs très importants sur le marché français, des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales, c'est d'aider l'ensemble de ces acteurs, publics ou privés d'ailleurs, à financer les coûts très considérables de mise à niveau vers une économie plus durable. Absolument. On va passer à la question de l'IWF, si vous le voulez bien, Jacques Bessade, l'International Women's Forum France, association qui organise les assises de la parité et qui fait évidemment bouger les lignes sur ce sujet. C'est juste après le jingle. La question de l'International Women's Forum pour vous, Jacques Bessade, c'est celle-ci. Quels sont on en parlait, quels sont les principaux défis majeurs pour vous en matière de parité et quelles actions devraient être mises en place pour les relever? Quel est votre taux d'ailleurs d'engagement homme-femme? C'est très différent selon qu'on regarde sur l'ensemble de nos 100 000 collaborateurs ou sur ceux qui sont tout en haut. On est un groupe, comme l'ensemble des banques d'ailleurs, majoritairement féminin. Les personnes qu'on recrute, généralement au sortir de leurs études, en tout cas des gens plutôt plus jeunes que ceux qui partent à la retraite, sont majoritairement des femmes. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans la couche hiérarchique, il y a de moins en moins de femmes. Avec une exception, c'est que tout en haut, pour piloter le groupe BPCE, il y a un directoire, et ça c'est 2 hommes et 2 femmes, notre président l'a voulu comme ça donne l'exemple, entre l'employé qui vient de rentrer, qui n'arrive pas à monter. Elle n'arrive pas à monter. Et donc le grand défi qu'on a, beaucoup d'autres grandes entreprises sont comme nous, c'est d'arriver à maintenir ce taux de féminisation tout au long de la carrière ou tout au long de la progression sociale de nos employés femmes. On le fait à travers des schémas de formation, des formations pour les femmes, mais des formations pour l'ensemble de nos collaborateurs, qui, entre autres, permettent de constituer des viviers. Parce que les dirigeants de demain, on peut les repérer un peu avant. Et ceux qui seront le numéro 1 demain, ils sont numéro 2, numéro 3, numéro 4 aujourd'hui, et puis ils deviendront, ou en tout cas ils ont des chances de devenir. Et pour avoir une parité tout en haut, il faut constituer les viviers qui permettront de les alimenter, et on s'est fixé des objectifs de parité stricte, c'est-à-dire 50-50 dans chacun de nos viviers. Et ce qu'on constate, évidemment, ça ne vous surprendra pas, vous qui êtes une femme, c'est que si on cherche des talents féminins qui deviendront on en trouve, évidemment. Et si on se dit on veut 50-50, eh ben on arrive au 50-50 progressivement. Pour vous, après, il y a la vie aussi qui n'est pas forcément simple, mais pour vous, c'est parfaitement faisable. C'est parfaitement faisable. C'est une question de volonté et de préparation dans la durée. Car il faut avoir les personnes qui, au bon moment, ont le type d'expérience nécessaire pour accéder à... Mais c'est la charge de l'employeur d'organiser et de repérer ces expériences un peu diverses qui permettent d'être en position, d'être en concurrence avec un homme et de gagner en gros une fois sur 2. Parfait. Question du média positif à présent, si vous le voulez bien. Le média positif, c'est le média qui ne donne que des bonnes nouvelles, qui montre des initiatives positives et des parcours inspirants, juste après le jingle. La question du média positif, Jacques Bessade, pour vous, quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement ?
Si je devais en choisir 3, je dirais coopération, inclusion, innovation. Coopération, d'abord BPCE c'est un groupe coopératif, vous l'avez dit au début de notre entretien. Ça veut dire qu'il appartient à 10 millions de sociétaires qui sont nos clients. C'est une partie de nos clients, ce sont nos clients les plus actifs, ils sont 10 millions. Il y a des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des entrepreneurs ou des fonctionnaires ou des retraités. C'est une couche très homogène de la population française. Et ces 10 millions de personnes qui possèdent le groupe BPCE, parce qu'ils possèdent les caisses d'épargne et les banques populaires qui forment le groupe BPCE, sont ceux qui nous détiennent et donc nous donnent leurs orientations. Ils ont une part sociale qui n'est pas une action, dont le prix ne va pas varier. Le jour où ils veulent en sortir, ils viennent nous voir, on la leur rembourse au prix d'origine. Durant toute la période où ils détiennent ces parts sociales, ils touchent un intérêt qui est là où est le niveau des taux d'intérêt, mais qui n'est pas lié au résultat de la banque. Et donc, on a une détention, on a des propriétaires qui ont une vision long terme et qui ne sont pas intéressés par des objectifs court terme de valorisation de leur capital. Ça, c'est une grande différence avec nos concurrents cotés en bourse. Ça nous permet de voir plus loin. Le deuxième élément de ce côté coopératif, qui est le premier point que je voulais souligner, c'est que comme toutes les sociétés coopératives, on appartient à des gens qui se sont regroupés à l'origine pour répondre à un besoin qu'ils avaient et auquel personne ne répondait bien. Et donc on a une attention à nos sociétaires qui, par nature, est importante. Et donc une utilité à leurs yeux qui est d'autant plus forte que c'est eux qui nous ont créés à l'origine pour répondre à des besoins. Et cela nous amène à avoir un souci de l'utilité face à chaque client et face au collectif que représente l'ensemble de nos clients qui sont en fait l'ensemble de la population française, ou en tout cas un proxy très proche, qui est une première caractéristique assez forte. Deuxième point, c'est le caractère inclusif. À partir du moment où on appartient à un peu tout le monde en France, on se doit d'être représentatif. On se doit d'être représentatif, à la fois d'ailleurs dans notre force de travail et dans les clients que l'on accueille et à qui on offre des solutions. C'est pas la même solution pour tout le monde, c'est pas la même solution pour un mineur qui peut avoir un livret de caisse d'épargne, ou pour une personne qui est à la retraite, pour un majeur protégé, ou pour quelqu'un qui est en train de lancer son entreprise. Mais on a cette volonté et puis cette part de marché qui fait qu'on est un groupe extrêmement inclusif. C'est le deuxième point. Troisième point que je voudrais souligner dans les caractéristiques ou les valeurs de notre groupe, c'est le côté innovation. Depuis le début, à la fois les caisses d'épargne et les banques populaires sont à la pointe de l'innovation. Les caisses d'épargne, elles ont été créées il y a un peu plus de 2 siècles pour permettre aux ouvriers d'avoir un endroit où déposer leurs revenus de la semaine. C'était une idée assez innovatrice. Jusque-là, ils le planquaient sous leur matelas. Et aujourd'hui et aujourd'hui, ils le mettent encore dans ce livret de caisse d'épargne qui existe toujours 2 siècles après, mais aussi dans des SICAV, mais aussi dans des fonds d'investissement durables s'ils le souhaitent. Plus récemment, cette innovation, elle se traduit dans le fait, je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, que vous pouvez payer, si vous avez un compte dans une caisse d'épargne ou une banque populaire, avec votre Swatch. On peut payer avec son téléphone. Avec cette fameuse montre. Voilà, avec la montre connectée. Et dans ce domaine en forte évolution que sont les paiements. Oui, il faut avoir cette marque-là spécifiquement alors. Bon, après, oui, mais les autres vont suivre. Bien sûr. On a été les premiers en France à lancer Apple Pay dans les caisses d'épargne et les banques populaires. Les autres banques ont suivi, mais nous, on a suivi avec Samsung Pay, etc. Mais en tout cas, il y a une volonté d'être toujours en avance en matière d'innovation. Et l'étranger vous inspire toujours justement pour cette innovation? Comment Oui, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, en France, on a beaucoup d'idées, on est très intelligent, bien sûr. Mais enfin, parfois, il y a dans le reste du monde, il y a quand même à peu près plusieurs milliards de personnes qui aussi peuvent réfléchir et avoir des idées, et certaines sont bonnes. Et donc, c'est très intéressant d'aller voir comment les choses se passent ailleurs pour importer chez nous les idées qui sont bonnes et qui peuvent répondre aux besoins de nos clients. La question de l'hémicycle à présent, Jacques Bessade, la question de l'hémicycle, c'est la question ou le coup de gueule ou une réflexion que vous avez envie de partager avec nos hommes politiques. C'est tout de suite après le jingle.
La question de l'hémicycle, Jacques Bessade, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, à nos gouvernants, un constat, une question, un coup de gueule? C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux. Mesdames et messieurs les représentants du peuple, nous sommes dans un monde qui change, nous sommes dans un monde où on voit réapparaître 2 superpuissances, ce qu'on a connu dans notre passé, mais pas récemment, et vous vous préoccupez fort justement de la souveraineté de notre pays, de la souveraineté de notre pays en Europe, de la souveraineté de l'Europe, dans ce contexte-là. Je vous en remercie. Vous avez pris un certain nombre d'initiatives, le gouvernement et vous ont pris un certain nombre d'initiatives pour réindustrialiser notre pays, faire en sorte que nous ayons à nouveau des usines, que nous ayons des champions industriels dans un certain nombre de domaines qui sont importants pour la vie de notre population. Ce que je voudrais souligner auprès de vous, l'attention que je voudrais appeler de votre part, c'est sur la nécessité d'avoir également une souveraineté financière. On ne peut pas avoir une vraie souveraineté industrielle si le financement de ces entreprises, on ne peut pas avoir une vraie souveraineté de l'État d'ailleurs, si le financement de cet État est entièrement entre les mains d'acteurs étrangers. Et donc on a besoin, bien sûr, de champions industriels français, mais aussi de champions financiers français, d'acteurs puissants dans le domaine financier, des banquiers, des assureurs, qui sont sur notre territoire, qui collectent leur épargne sur notre territoire, qui protègent ainsi l'épargne des Français et qui l'utilisent pour les besoins de nos acteurs économiques, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales. Et donc, vous avez quelques banques françaises face à vous, qui sont des banques aujourd'hui puissantes. Il faut les entretenir, il faut les aider, il faut les encourager, parce qu'on en a besoin pour l'ensemble de nos efforts et pour la souveraineté de notre pays. Merci beaucoup Jacques Bessade, c'est très juste, la souveraineté financière, on n'en parle quasiment jamais finalement, mais c'est un vrai sujet qui fera l'objet d'une autre émission, je l'espère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans On se dit tout. C'est la fin de cette émission, merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très bientôt sur ce plateau. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.